Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Santé, l'émission où nous parlons de votre santé avec un regard biblique. C'est Gervane et aujourd'hui nous démarrons une toute nouvelle série sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Alors pour aborder ce nouveau sujet, aujourd'hui sur le plateau d'Impact Santé, j'ai avec moi deux spécialistes, deux docteurs qui vont eux-mêmes se présenter. Alors je vous laisse la parole. Bonjour, je suis docteur Mbida Marie-Blanche, je suis médecine généraliste au quartier nord de Bruxelles. D'accord, enchantée Marie-Blanche. Merci. Et j'ai ici à ma gauche... Bonjour, je suis le docteur Francis Ndé, je suis responsable de Prevent ASBL, je suis médecin du travail et épidémiologiste. D'accord, très bien, enchantée. Ok, donc on voit un petit peu, on cadre un petit peu, on situe le domaine un petit peu d'activité. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler des maladies cardiovasculaires et notamment donc des facteurs de risque qui sont liés à ces maladies cardiovasculaires. Donc je pense à un sujet qui doit être très vaste et que dont vous avez sûrement l'habitude d'exploiter et de travailler autour de ce sujet dans vos différentes activités. Premièrement, un petit peu pour que nos auditeurs comprennent ce dont on va parler. Voilà, qu'est-ce que sont les facteurs de risque cardiovasculaire ? Alors les facteurs de risque cardiovasculaire, on va décomposer tous les éléments qui sont dans cette question. Donc, des risques, ça veut dire qu'on augmente la probabilité de survenue d'un phénomène. Cardiovasculaire, c'est ce qui concerne les vaisseaux et le cœur. Et quand on parle de vaisseaux, c'est des vaisseaux de tout l'organisme, pas que du cœur. Au niveau du cœur lui-même, il y a des vaisseaux, au niveau du cerveau, au niveau des membres. Tout l'organisme fonctionne avec des vaisseaux puisque c'est eux qui conduisent l'oxygène et le gaz carbonique à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Donc, ce sont des facteurs de risque qui entraînent une perturbation du fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Donc, c'est ça les facteurs de risque cardiovasculaires. Ok, donc voilà, donc vous êtes en train de dire, donc il y a différents éléments qui viennent un petit peu perturber notre santé ou le bon fonctionnement de notre cœur et qui causent du coup à des maladies ou la maladie est déjà là quand il y a les facteurs ? Alors, la maladie peut être là et les facteurs l'augmentent ou l'aggravent. Donc, la maladie peut être là en stand-by, inaperçue, comme on dit asymptomatique, la personne est asymptomatique, ou alors la personne n'a absolument rien, mais du fait d'augmenter ces facteurs de risque, elle fait survenir la maladie. D'accord, donc il y a bien une différence entre... Donc il y a les facteurs d'un côté Exactement. Et les maladies cardiovasculaires d'un autre. Donc c'est bien ça. Exactement. D'accord. Et est-ce que donc du coup ces facteurs de risque et cette maladie en tant que telle, c'est assez répandu, enfin vous rencontrez souvent ces différents cas dans votre activité ? Oui, ça arrive, surtout avec la mondialisation actuelle où les gens se mélangent. C'est vrai que à une époque, c'était beaucoup plus des maladies des pays occidentaux, moins en Afrique parce que l'alimentation était autrement. Mais de nos jours, ça touche autant d'hommes que de femmes, ça touche autant d'occidentaux que des personnes qui sont ailleurs. Donc tout ça, il y a plus, comme mon cher collègue Francis disait, tout ça est lié à différents facteurs. En fait, on verra les détails beaucoup plus tard au fil de l'émission. Mais sinon, sur le plan général, environ, on dirait... 17 millions d'individus sont concernés actuellement, oui. D'accord. Ah oui, donc ça touche une grosse partie de la population. Oui, et méconnue même, parce que là, les chiffres qui sont donnés, c'est une approximativité, mais sinon, beaucoup de personnes ont ces maladies ou des facteurs de risque, mais qui ne sont même pas au courant, en fait, ne savent même pas qu'ils sont malades, jusqu'au jour où on découvre d'une manière fortuite la maladie. Ah oui, donc dans ces 17 millions, on peut avoir donc une grosse partie de personnes qui sont exposées à des facteurs de risque, si je comprends bien, mais qui ne savent pas forcément qu'il y a ces facteurs de risque dans leur vie qui sont sûrement peut-être déjà à l'étape de la maladie, en fait. Exactement. Parce que généralement, contrairement à d'autres pathologies, ces maladies sont souvent la majorité du temps silencieuses. Donc, du coup, quand quelqu'un a des facteurs de risque, à moins que ce soit vraiment visible, dans le cas, je peux en citer de l'obésité, mais sinon, généralement, oui, une personne qui fume, par exemple, c'est que c'est un facteur de risque. On va en citer d'autres. Mais la plupart des temps, les gens ne sont pas au courant que, voilà, soit ils sont au courant, mais ils ne prennent pas vraiment ça en considération. Ils se disent, ah non, ce n'est qu'une cigarette par jour. Ah non, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais en gros, ça concerne quand même une majorité de la population. D'accord. Mais donc, quand on regarde 17 millions, donc du coup, vous, au niveau de votre patientèle,
vous devez sûrement faire énormément d'éducation à la santé, d'exposer un petit peu ces facteurs de risque à vos patients. Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup cet enseignement-là qui est fait auprès de vos patients? Bien sûr, moi en tant que médecin de première ligne, hein, c'est mon premier travail, c'est-à-dire informer le patient surtout. On joue beaucoup plus sur la prévention de tous ces facteurs de risque cardiovasculaires, mais tout dépend aussi de la patientèle parce que beaucoup de personnes sont réceptives, d'autres personnes pas. Tout dépend des cultures parce que ça peut être culturel aussi. Généralement, dans certaines cultures, je prends l'exemple en Afrique où plus on est gros, plus on est beau. Donc, tout dépend en fait. Les cultures se mélangent, les habitudes de vie, les croyances. Donc, oui. Mais nous, en tant que médecin, en tout cas moi particulièrement en tant que médecin généraliste, notre premier travail, c'est quand même la prévention. Sachant que 80% des morts prématurées sont dues à ces facteurs de risque cardiovasculaire, tant pour moi. Ok. Donc, chers auditeurs, comme vous pouvez bien le comprendre, c'est une émission vraiment qui s'intéresse à tout un chacun et c'est un sujet vraiment qu'on aborde et qui concerne en fait tout le monde. Donc, vraiment, cette émission, prenez des notes, soyez vraiment attentifs. C'est plein d'enseignements plein riches qui vont en ressortir, j'ose le croire en tout cas. Mais donc, du coup, pour continuer sur ces facteurs de risque cardiovasculaire, quelle est l'importance du fait d'en parler? Mais l'importance, comme ma sœur Marie-Blanche l'a dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils traînent des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ça veut dire que c'est une survenue, on va dire, des maladies sournoises, dont on traîne les paramètres sans le savoir. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais par exemple, et j'en profite d'ailleurs dans Osée 4.6, mon peuple périt par manque de connaissances, n'est-ce pas? Donc, en effet, et elle a bien dit, en première ligne, on informe les gens. C'est tellement fréquent et c'est la première cause en fait de mortalité dans le monde. Maladie cardiovasculaire, c'est ça qui est la première cause. Donc, on a toujours une des choses qui fait partie de ce groupe qui entraîne un problème de santé qui aboutit au décès. Donc, c'est la première cause de mortalité. Donc, il y a de quoi en parler. Donc, première chose, c'est la première cause de mortalité. Deuxième chose, les gens ignorent qu'ils les traînent. Et donc, ça fait que si on veut parler de santé publique et de prévention, au moment où ils viennent voir le médecin, c'est déjà un peu tard. Pourtant, autant il y a des facteurs qui sont inévitables, parce que voilà, l'âge, bon, on ne peut pas changer l'âge, le temps, on avance vers notre créateur, le sexe, on est né comme on est, donc on ne sait pas faire autrement, mais il y a ces facteurs-là qu'on ne peut pas changer, mais il y a des facteurs qu'on peut arrêter, comme elle a dit tout à l'heure, le tabagisme, par exemple, la sédentarité qui cause ces problèmes-là, on sait changer toutes ces choses-là, donc il est important de pouvoir agir préventivement pour éviter ça, donc il y a toutes les raisons de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Oui, j'ai bien aimé l'angle dans lequel vous venez de nous emmener. Donc oui, toute l'importance vraiment d'enseigner, d'informer les patients et les personnes qui viennent vous voir. C'est parce que justement, comme le dit la parole, mon peuple périt par faute de connaissances. Et la connaissance est riche et peut permettre de préserver sa santé au final et de préserver sa santé cardiovasculaire en fait. Exactement. Juste par de l'enseignement. Tout à fait. Ah, mais c'est super. Je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Sûr, Donc, juste pour dire, en plus de ce que mon confrère il a dit, Francis, il y a certains facteurs non modifiables comme des antécédents familiaux, parce que nous héritons certains gènes de nos parents, dont il y a certaines choses qu'on ne sait pas changer. Mais cela, néanmoins, ne nous autorise pas à mener, en plus de ça, qu'on a déjà ces antécédents-là, une vie de sédentarité ou l'alimentation, parce que le problème actuel, vraiment, surtout en Occident, c'est que l'alimentation n'est pas toujours saine en fait. Les gens préfèrent des fast-food ou des aliments qui sont déjà pré-cuits. Et généralement, tous ces aliments-là ne sont pas très très bien pour la santé. Donc ici, notre rôle en tant que médecin traitant, c'est surtout vraiment la prévention sur l'alimentation et aussi détecter l'obésité chez les enfants. Parce que généralement, les gens ne se rendent pas compte. Ah oui, mon enfant, moi je l'aime bien quand il est douillet et tout. Mais la plupart des temps, quand un enfant est obèse, c'est un futur adulte qui sera obèse en fait. Donc ici, j'attire souvent l'attention des parents en disant il faut faire quelque chose, il faut inscrire l'enfant au sport, il faut arrêter les jeux de vidéo à la maison. Parce que la sédentarité, on a souvent l'impression que non, ça concerne que des adultes en fait. Non, ça concerne aussi les jeunes. Parce que de nos jours, il y a
tout qui nous retient à la maison, Oui. que ce soit les jeux vidéo, la télé, le téléphone, tout ça. Donc, même les moyens de transport aujourd'hui, plus personne ne marche, tout le monde veut... Donc, c'est tout ça qui contribue au manque de sport, d'activité physique, qui font en sorte que les mauvaises habitudes sont là depuis l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et généralement, quand on arrive à l'âge adulte, c'est là où on voit la manifestation de tout, de ces facteurs de risque qui donnent des maladies, en fait, cardiovasculaires. Et c'est ce qui est vraiment ce qui est mis en évidence par là, ce que vous nous expliquez, docteur Marie-Blanche, c'est que donc en fait les informations qu'on va donner souvent à des adultes, malheureusement, si les choses avaient été mises en place dès le bas âge et dès l'éducation donnée par les parents, il y a beaucoup de maux, de douleurs, de maladies qui auraient pu être évitées à l'âge adulte. Donc... Oui, malheureusement, parce que les habitudes sont souvent beaucoup plus faciles à modifier quand on est enfant ou quand on est ado que quand on est adulte, en fait. Il y a une étude que nous sommes en train de faire actuellement sur l'obésité chez les adolescents et les jeunes adultes, mais la plupart d'entre eux, quand ils sont adultes, c'est-à-dire des 18 à 23 ans, ils ne savent plus rien faire. Oui. Ils ont déjà subi, ils ont déjà un mode de vie depuis des années, et généralement, ils sont, ils font des régimes, en fait, le mot, c'est vraiment, nous en tant que médecins traitants ou médecins de la prévention, on fait notre travail, mais c'est aussi à nos éditeurs qui nous écoutent. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit entretenir ce temple. C'est vrai que la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est primordial, mais aussi on doit vraiment savoir ce que notre corps mange, en fait, tout simplement. Du sport, fait de la natation, les conseils que j'ai donnés souvent aux gens. Et puis, généralement, les gens pensent qu'en achetant la nourriture qui est déjà pré-cuite chez McDo, c'est moins cher, mais des fois, la nourriture faite par nous-mêmes et qui est de bonne qualité, des fois, il faut juste savoir les petites astuces, en fait. Donc, j'encourage nos auditeurs à vraiment ne pas négliger tous ces facteurs de risque-là. D'accord. Alors, donc, on a cité quelques facteurs de risque. Donc, on a dit l'obésité, le tabac. L'alcool aussi. Et l'alcool. Oui. On a dit aussi qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables. Donc, le sexe et l'âge, il me semble, c'est ça ? Les antécédents familiaux. Et les antécédents familiaux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres encore facteurs de risque, peut-être qui sont méconnus du grand public, qu'on pourrait citer là, maintenant, pour mieux comprendre, en tout cas ? Oui, naturellement, comme on dit tantôt, il y a aussi des maladies qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire en soi. Donc, par exemple, un diabète, quelqu'un qui a un diabète, c'est déjà en soi un facteur de risque cardiovasculaire, parce que les complications du diabète vont s'attaquer au vaisseau, etc. On a aussi des perturbations, des dyslipidémies. Ce sont des troubles des choses qui sont dues à la consommation des aliments pas très propres, on va dire. Une alimentation malsaine. Comme elle disait, les aliments pré-cuits, pré-préparés. Il y a quelque chose de très commun que les jeunes aiment, que nous tous, nous consommons, et qui a, par exemple, des sels cachés. Yeah. Voilà, les pizzas, c'est des sels qu'on ne ressent pas. Tu n'as pas besoin de rajouter pour sentir. Mais il y a plein de sels là-dedans. Il y a des sucres, il y a des choses. On sait très bien que dans tout le métabolisme, les transformations, il y a tous ces sucres qui se transforment en gras. Et donc, c'est tout un système de fonctionnement qui fait que si on ne fait pas attention à l'alimentation et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on consomme parce qu'on se dit c'est que ça, c'est petit, au fil du temps et avec l'habitude, ces consommations-là, donc l'alimentation, le diabète, si on mange mal, on a beaucoup de chances d'attraper un diabète, surtout de type 2. Oui. Et donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, à côté de ces facteurs qu'on peut changer, il y a ces facteurs-là qui sont des maladies elles-mêmes qui sont préventables. Elle a parlé de sédentarité. Effectivement, si on est sédentaire, on augmente les risques de diabète. Oui. Donc, il faut... Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on part de chez soi. On va prendre un bête exemple. J'habite un immeuble, je pars de chez moi. Dès que je sors de ma porte, je prends l'ascenseur. Oui. Je descends, au sous-sol, je prends la voiture. Donc, j'ai même pas fait 10 pas. Puis, arrivé au travail, je reprends l'ascenseur, je monte au bureau, je suis devant l'ordinateur. C'est une journée de sédentarité. Ah. C'est terrible, ça, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Oui. Souvent, on va se dire, je sors, je vais au travail, je suis quasiment pas à la maison. Mais en fait, il faut décortiquer un petit peu son quotidien et véritablement bien l'observer et voir qu'il y a peu d'activité qui est faite. Mais c'est vrai que on voit maintenant beaucoup sur nos smartphones, les montres connectées, la possibilité de calculer le nombre de pas. Alors, est-ce que ça peut nous aider, par exemple, à utiliser ces petits gadgets, ces petites astuces pour
pour améliorer notre santé cardiovasculaire? Oui, bien sûr, tous les moyens sont bons. Le plus important, c'est d'arriver à un résultat, en fait. Et le résultat, c'est vraiment réduire tous ces facteurs de risque-là pour avoir moins de pathologies, en fait, cardiovasculaires. Mais maintenant, il y a quelque chose que je voulais préciser, parce que c'est facile de... comment je pourrais dire, de dire à un patient qui est déjà en surpoids ou qui fume, ou qui prend qui consomme beaucoup d'alcool, de réduire. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent transporter ou qui peuvent avoir des maladies, des risques de maladies cardiovasculaires, mais qui ne sont pas du tout obèses. Une personne, par exemple, tout à fait normale, slim, cette personne peut vraiment avoir une bombe à retardement, mais son mode de vie, parce que génétiquement, il y a certaines personnes qui ne seront jamais gros. Donc ça peut être un piège aussi, où on aura tendance à inciter certains patients à faire du sport, à faire ceci parce ils sont en surcharge pondérale, mais d'autres qui ont un mode de vie aussi compliqué ou aussi nocif que d'autres personnes, mais qui physiquement semblent être bien portants. En fait, ici, il ne faut pas juste que ça soit quelque chose de physique, en fait. Ça doit être une habitude pour chacun d'entre nous, en fait. Oui. Peu importe qu'on soit en surcharge pondérale ou qu'on ait un poids tout à fait normal. Le plus important, comme Francis le disait, réduire la quantité de sel consommé. Généralement, il y a d'autres personnes sur le plan culturel qui ne préparent même pas avec du sel, mais plus avec des bouillons, avec des cubes. Oui. Mais ça, c'est encore une catastrophe. Oui, c'est déjà arrivé chez certains de mes patients où j'ai une hypertension artérielle, mais une semaine après, la personne arrête les bouillons et la tension revient normale, en fait. Wow. Tout simplement, il y a des choses qu'on minimise comme ça. On se dit, non, moi, je ne mange pas vraiment de sel, moi, je ne mange pas vraiment ceci. Alors que le tueur, c'est dans notre cuisine, en fait, ou nos attitudes de vie, comme Francis le disait. Le fait, par exemple, de prendre son ascenseur, de prendre sa voiture, aller au boulot, c'est tout à fait normal, alors que c'est pas normal. L'être humain a besoin d'avoir une activité physique minimum de 30 minutes par jour, minimum. 30 minutes par jour, c'est ce qui est recommandé. Exactement. D'accord. Et ça, peut-être, il faut bien préciser, puisque tu parlais tantôt des montres connectées et des cardiofréquencemètres, ça, en fait, c'est toute cette application-là, ça nous aide. Effectivement, si on sait, comme elle a dit Marie-Blanche, si on marche 30 minutes et qu'on sait faire l'équivalent entre les pas et le nombre de temps qu'on a marché, c'est bien parce que ça nous permet de monitorer notre activité physique. Il faut aussi savoir qu'au-delà de la marche, et c'est bien déjà, il faut quand même aussi une activité soutenue qui fait quand même travailler le cœur. Un sport, pratiquer un sport. J'ai pas voulu dire sport pour ne pas effrayer les gens. Je pense qu'il faut dire les vrais mots là, parce qu'on est dans un vrai sujet, là, il faut qu'on comprenne. J'ai dit souvent dans mes consultations, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous faites du sport? J'ai pas le temps de m'inscrire dans une salle. Mais non, on n'a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport. Certaines personnes n'ont même pas d'argent de s'inscrire dans une salle de sport, non. Pas besoin. Il suffit qu'au lieu d'aller au 10e étage en ascenseur, tu descends au 6e et que les 3 autres, tu marches. C'est déjà quelque chose. Ne te demande pas de faire tout à pied. Ou alors, quand tu vas au supermarché, plutôt que de chercher absolument à garer devant l'entrée, tu vas garer là où il y a beaucoup de place en plus, puisque personne ne veut être loin. Ça te permet de marcher et tu as ta place bien réservée, comme si on t'avait... Donc, c'est au quotidien. C'est au quotidien, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il a beaucoup été mis en avant qu'avoir un mode de vie sain était cher. C'est-à-dire, comme on vient de dire, donc payer un abonnement à la salle de sport. Pour manger sain, il faut manger bio, donc il faut payer plus cher. Je pense que, en tout cas, dans la vision des choses de beaucoup de personnes, il y a aussi cette notion-là que pour être sain, enfin pour avoir un mode de vie sain, il faut que le portefeuille y passe. En fait, ça, c'est vraiment des préjugés. Sur le plan pratique, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ça peut arriver que, comme Francis le disait tout à l'heure, vous n'avez pas d'abonnement dans une salle de sport, mais vous avez une certaine culture, vraiment à marcher minimum 30 minutes par jour. Et surtout après les repas, ne surtout pas rester affalé sur son canapé le soir après avoir mangé à 23h, non. Donc, il faut déjà voir aussi les horaires. En fait, c'est une discipline de vie, ce que je dirais. Exactement. Il faut vraiment que ça soit une discipline. Les montres connectées, c'est très bien, mais des fois, c'est souvent la tendance, quand c'est les montres connectées, après on laisse. Mais il faut vraiment que ça soit... En fait, je m'autodiscipline, en fait. Tout simplement parce que, voilà, pour le moment, peut-être que je suis jeune ou des personnes même âgées. Parce qu'il y a certaines de mes patients qui disent « Ah non, moi j'ai mal au dos, je ne peux pas faire du sport. » Je dis « Non, c'est pas possible. Je ne vous demande pas d'aller faire les 10 km de Bruxelles. » Voilà. Ouais. Même la natation, ça fait perdre... ça permet que notre cœur soit beaucoup plus solide et ça fait perdre du poids. Donc, en fait, moi, ce que j'ai constaté chez certains patients, c'est la motivation. Dès lors qu'on est motivé, déterminé à vouloir mener une vie saine, peu importe
même si c'est qu'on n'a pas d'argent, on peut s'en sortir en fait. Mais quand quelqu'un commence déjà à dire ah oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas l'argent pour aller m'inscrire à une salle de sport, ça coûte cher de manger. Non. Notre rôle aussi en tant que médecin traitant, c'est d'éduquer les personnes en fait. Oui. Parce que ce sont vraiment des préjugés que les gens ont. Mais en éduquant quelqu'un, on lui dit voilà ce qu'il faut faire. Marcher, ça ne vous coûte rien. Faire à manger vous-même, ça ne vous coûte rien. Ne pas manger tard dans la nuit, ça ne vous coûte rien. Donc, motiver la personne aussi. Ce que je fais souvent, c'est redonner des rendez-vous pour être sûr que le suivi est vraiment respecté, en fait. Mais généralement, les personnes qui s'en sortent et qui n'arrivent pas souvent qui ne développent pas souvent ces maladies, ce sont des personnes motivées, tout simplement. Qui sont démotivés. Les personnes motivées, oui. Ah, exactement. Okay. Motivées. Ce sont des personnes motivées. Oui, mais donc, en fait... Donc vraiment, donc on parle de discipline ici, on parle vraiment de discipline. Et c'est vrai que la parole nous le dit, 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Exactement. Donc tout l'importance de savoir être discipliné. Et puis on est appelé à être des disciples de Christ. Amen. Donc vraiment à savoir discipliner son corps. Exactement. Et ça a un bienfait autant pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Et même le jeûne, l'importance du jeûne. Quand on jeûne, par exemple, nous qui sommes des chrétiens, pour pouvoir booster notre homme intérieur, pour pouvoir booster notre esprit, même si vous n'êtes pas chrétien, le fait de jeûner, le fait de prendre du temps pour ne pas trop manger, même pour ça, ça a des effets en fait tout simplement bénéfiques pour notre santé. Oui, tout à fait. Et on sait très bien, encore tu parlais des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, et les maladies qui sont aussi des facteurs de risque, le stress. Le stress est un facteur de risque majeur. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'il joue déjà sur l'hypertension. Quand on est stressé, on a tendance à beaucoup manger, on est assis devant la télé, on se goinfre. Je sais de quoi vous parlez. Je n'ai pointé personne. Mais tu vois, ce sont autant de choses qui, comme je disais, c'est tout un système impliqué. On est stressé, on mange beaucoup, on augmente sa pression artérielle, parce que plus on est stressé, plus la tension augmente. Et on dort mal. On dort mal, donc des insomnies, on est fatigué en journée, tout ça augmente la pression artérielle, donc ça augmente des facteurs. On sait bien que les facteurs de risque cardiovasculaire, plus ils sont cumulés, plus le risque est élevé. Ah oui. Donc c'est pour ça que dans la prévention, et Marie-Blanche me contredira, elle le fait tous les jours, elle ne pourra pas me contredire puisqu'elle le fait tous les jours, c'est de diminuer chacun des facteurs de risque. Donc, si tu es fumeur, tu es sédentaire, tu manges mal, tu es stressé, etc., on va jouer sur tous ces tableaux progressivement, de sorte que chaque fois qu'on diminue un facteur de risque, ça diminue les risques cardiovasculaires. Parce qu'il y a un score d'ailleurs qui peut être mesuré, qui permet de voir à quel niveau on se situe. Et avec beaucoup de précision, on sait qu'au bout de 10 années, cette personne, vu son score actuel, au bout de d'ici 10 années, elle va faire un accident vasculaire cérébral, ou bien un problème cardiovasculaire. Donc, si on enlève chacun de ces éléments, on peut jouer sur le problème. Et donc, l'hypertension, comme elle le disait, est un des facteurs terribles de l'hypertension artérielle. Et chez nous, surtout, on aime épicer. Chez les Camerounais, un bon de lait épicé, ou bien les Congolais, un macayabou, avec tout ce sel-là. Et parfois, des dames disent, non, moi, je ne mets pas de sel, je mets que de cube. Comme elle disait, j'ai l'habitude de dire à mes patients, le cube, c'est du sel salé. C'est encore pire. Ah, oui. C'est vraiment pour qu'elles comprennent que c'est terrible ce que ça contient. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut juste changer, ajuster. Et déjà, comme elle le disait, on ne passe pas tout de suite aux médicaments pour traiter l'hypertension. Dès qu'on a des petites habitudes dynamiques, bouger un peu, diminuer de sel, on voit déjà la tension qui descend. Donc, c'est vraiment à portée de notre main. Et donc, il s'agit d'informer, d'éduquer et voilà. Mais, alors moi, du coup, j'ai une dernière question pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Dr Francis. Parce que, donc, on parle d'habitude de vie, et donc, des fois, les patients qui viennent se présenter dans vos cabinets ou sur vos lieux de travail, c'est des personnes qui ont des habitudes pendant peut-être 10, 20, 30, 40, et voire même plus que ça. Alors, comment vous faites il doit sûrement y avoir des réticences, dans le sens où une dame qui a l'habitude de cuisiner d'une certaine manière depuis maintenant 50 ans, et du jour au lendemain on lui dit de changer totalement ses habitudes de préparation alimentaire. Comment vous gérez un petit peu ces réticences ? Premièrement, je rassure la patiente, dire que ça ne sera pas chose facile, parce que quelque chose elle est habituée à un certain style de vie pendant des années, il faut aussi du temps pour qu'elle puisse adopter un autre style de vie. Et aussi, je dirais tout simplement, en tant que chrétien, pour ceux qui m'écoutent, le Saint-Esprit est notre conseiller en fait. Il est notre ami fidèle. La parole de Dieu nous dit qu'il est notre ami, il est venu nous remplir
prière, même si c'est qu'on n'y arrive pas, la personne qui essaie mais qui n'y arrive pas, qui demande l'aide de Dieu, en fait, du Saint-Esprit. Donc, ce que moi je fais dans mon cabinet, je rassure la patiente, j'essaie de la revoir, comme j'ai dit tantôt, je lui conseille des diététiciennes qui sont assez pas très très chères, parce que généralement c'est souvent le coût, ça coûte, et éventuellement je travaille avec d'autres diététiciennes qui sont quand même, voilà, des qui ont prix des prix abordables et tout. Donc vraiment il faut essayer premièrement de comprendre le patient sur le plan général, en fait. Motiver le patient, l'accompagner, surtout ne pas relâcher. Et des fois, même quand les choses n'ont pas l'air de fonctionner, il faut juste se dire c'est quelque chose qui va prendre du temps, en fait, pour pouvoir soit perdre le poids, soit arrêter l'excès de sucre, soit arrêter... c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, il faut beaucoup plus de patience, en fait. Et je préfère une patiente qui perd 1 kilo par mois qu'une patiente qui revient, oui, docteur, j'ai fait un régime à sec et j'ai perdu 10 kilos. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, tout doucement, qui va doucement, va sûrement, en fait. Vous favorisez donc la qualité à la quantité, en fait. Exactement. Waouh, c'est vraiment très riche ce que vous dites, et on comprend donc vraiment, pour résumer un petit peu, que l'idée même centrale, donc c'est premièrement d'éduquer vraiment les patients, la population à ces facteurs de risque dont au final tout le monde est exposé ou a la possibilité d'être exposé. Donc c'est dès le bas âge, en fait, inculquer à nos enfants des bonnes habitudes de vie. Vous mettez aussi en avant le fait que avoir un mode de vie sain est à la portée de tous, finalement. Voilà, il ne faut pas non plus gagner des 1000 et des 100 pour pouvoir avoir un mode de vie sain, et que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Exactement. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons l'entretenir d'une manière vraiment adéquate, et que voilà, en se mettant en accord avec la parole de Dieu, cherchons à tendre vers cet objectif qui est de maintenir une bonne santé cardiovasculaire. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour ces énormes apports pleins de richesse. Vraiment, j'espère que tous les auditeurs ont vraiment pris plein de bonnes notes et mettront en pratique, moi la première, tous ces conseils qui nous ont été donnés. Vraiment, merci Dr Francis, merci Dr Marie-Blanche pour votre apport. Et voilà, on continuera la suite de ce très passionnant sujet pour une prochaine émission.